Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 63 du podcast de Passion MLB. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Et cette semaine, on retrouve Pascal Harvey qui est là pour nous divertir et nous satisfaire de ses connaissances baseball et de son expérience. Mon cher Pascal, voyons, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, le show me manquait. Là. Ça fait quand même plusieurs semaines. J'ai eu des semaines mouvementées là, dans ma vie professionnelle, donc c'était difficile pour moi d'être dispo. Mais ça me manquait. Ça me manquait de jaser avec toi, de jaser avec Sébastien. Puis ce soir, Sébastien, malheureusement, peut pas être avec nous. Puis quand je manque aussi des fins de semaine d'écriture, ça me manque beaucoup, beaucoup. Parce que pour moi, Passion MLB, ça le dit, c'est une passion, puis ça me permet de décrocher, puis ça me permet de me recentrer sur autre chose, puis de faire partie du show avec toi ce soir, ça me reconnecte. Bon, écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le show avec nous. Avec nous, tu l'as dit, Sébastien, aujourd'hui, qui sera pas là, malheureusement, là, un petit pépin de dernière seconde qui l'empêche d'être présent, mais on le salue quand même. Pascal, tu l'as dit, là, ça fait quelques semaines que tu n'étais pas là. Donc, je te demande, là, on est à peu près, en fait, on est pas mal exactement au tiers de la saison du baseball majeur. On est passé le Memorial Day, qui est un peu comme l'équivalent de l'Action de grâce américaine au hockey, quand on dit à ce point-ci, le classement commence à dire quelque chose. Fait que comment tu trouves ton expérience 2025 de baseball majeur? Là? Qu'est-ce que tu retiens un petit peu vite fait là, de ce premier tiers de saison? Le baseball majeur, hein, comme tout au sport professionnel, là, c'est bâti à partir de haut et de bas. Ouais. Il y a plusieurs équipes qui en ont eu. Il y a des équipes qui sont encore sur un high. Là, on pense aux Tigers de Détroit, on pense aux Yankees. Il y a des équipes qui vont passer l'année sur une pente très, très douce. Il y en a qui sont dans le bas du classement, qui vont y demeurer. Puis il y a tous ceux qui sont dans le milieu. Puis ils sont légion. Là. Il y en a plusieurs. On va parler de plusieurs équipes qui sont dans le milieu ce soir. Pour moi, il y a des surprises, il y a des incompréhensions par rapport à certaines situations, il y a des choses qui arrivent qui devaient arriver. Donc, c'est un mélange d'émotions, c'est un mélange de constatations que je perçois. Puis, on va pouvoir en jaser pour approfondir certains sujets ce soir. Absolument. Écoute, justement, allons-y. Commençons avec la première équipe de qui on veut jaser. Donc, allons-y avec le bloc sur les Blue Jays. OK! Blue Jays! Let's play ball! Au moment où on se parle, Pascal, les Blue Jays de Toronto commencent à peine leur dernier match de la série contre les Rangers du Texas. On peut donc évidemment pas en parler à ce moment-là. Mais si on prend les matchs avant, je remonte le calendrier. Aujourd'hui, on est le 28. Donc le 27, défaite de 2-0 contre les Rangers du Texas. La veille, courte victoire de 2-1 contre les Rangers. Le dimanche d'avant, contre Tampa Bay, 13-0 la défaite. Le samedi, défaite de 3-1. La veille, défaite de 3-1. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en 5 matchs, Pascal, je vais par force d'habitude. Ça va arriver. Je pense que oui. En 5 matchs, il y a eu 4 points marqués. C'est 0,8 points par match. Je ne suis pas un expert des mathématiques, Pascal, mais si tu marques moins qu'un point par match, ça se peut que tu ailles chercher quelques défaites à ta fiche. Instabilité en attaque. Il y a plusieurs mots. Puis ça ne s'écrit pas MOTS. Il y a plusieurs MAUX chez les Jays actuellement qui sont difficiles à comprendre, puis en même temps qui s'expliquent très bien. Cette équipe-là n'était pas bâtie pour marquer énormément de points. Puis c'est ce qui se passe actuellement. On se fiait sur les lanceurs énormément. Puis, tu sais, tu as parlé de la séquence des 5 derniers matchs. Les derniers, on joue contre les Rangers du Texas. Les Rangers du Texas, cette année, là, si tu marques 2 points, tu as des bonnes chances de les battre. Oui. Si tu en marques 3... La preuve du match de lundi, ils ont gagné 2-1. Oui, oui. Les Rangers n'ont pas d'attaque. Les Rangers, avec Corey Seager dans l'alignement, c'est correct.
Sans Corey Seager dans l'alignement, c'est bon à rien. Puis là, les Jays jouent contre les Rangers qui ne sont pas capables de marquer de points. Puis je pense que lors de mon dernier passage ou de l'avant-dernier au show, j'avais dit que les Jays et les Rangers se ressemblaient jusqu'à un certain point. Puis ils nous le prouvent actuellement. Les deux équipes ne sont pas capables de marquer de points. Les deux équipes se fient uniquement sur leur lanceur. Les deux équipes se fient un peu sur leur défensive, mais il y a tellement de joueurs qui jouent en défensive chez les Jays que c'est difficile de se retrouver. Donc, écoute, c'est très problématique. C'est annonciateur peut-être d'une fin de saison qui va nous mener vers quelques transactions. Puis, il y a des joueurs qui font pour se faire échanger actuellement. La seule bonne nouvelle, quand on y pense, Charles, c'est Dalton Varsho, qui, depuis son retour de blessure, il avait eu un bon camp d'entraînement, s'est blessé. On sentait qu'il y avait peut-être une reprise possible, mais actuellement, le seul qui tire bien son épingle du jeu en attaque, c'est lui. Mais tu ne peux pas te fier sur Dalton Varsho pour monter au classement. Là. Non, on s'entend là-dessus. C'est peut-être que cette passe-là va passer. Je pense qu'il va continuer de s'améliorer offensivement. Peut-être qu'il joue un peu au-dessus de sa tête en ce moment, mais tu as raison. C'est à peu près l'un des seuls sur qui tu peux compter. J'aime la comparaison que tu as donnée. J'ai sorti le classement avant le match, évidemment, de mercredi soir, où Corey Seager doit faire son retour, d'ailleurs. 27-29 pour les Rangers et 26-28 pour les Blue Jays, donc virtuellement à égalité. Évidemment, les Rangers qui ont joué 2 matchs de plus. Les deux équipes sont à 3 matchs et demi des séries. Les Rangers jouent pour 4,82, les Jays pour 4,81. Donc, tu as raison, c'est sensiblement la même équipe qui n'ont pas eu le droit au même traitement Marcus Semien, parce que présentement, là, je ne sais pas si tu as vu là, ce que le joueur de deuxième but fait là, depuis le début de la saison. Là. On est loin du gars qui a frappé 45 circuits et qui a réétabli le record pour un joueur de deuxième but dans la Ligue américaine. Hey, il frappe bas au classement, Marcus Semien, puis avec raison, parce qu'il ne frappe pas. Ben, est-ce qu'on peut qualifier de gars qui vient de s'asseoir sur son contrat ou qui s'est assis sur son contrat depuis qu'il est arrivé au Texas? Oui, à son arrivée au Texas, il a connu quand même des bons moments, mais depuis ce temps-là, c'est quand même assez tranquille. Tu fais la comparaison, tu es allé chercher les stats pour comparer les deux équipes. La seule différence, c'est que dans la division des Jays, tu as les Yankees qui sont en haut. Dans la division des Rangers, c'est les Mariners qui sont en haut. Ce n'est pas nécessairement la même position de tête. Donc, peut-être que les Rangers ont plus de chances de grimper que les Jays, mais c'est un peu pathétique dans les deux cas. Puis, s'il n'y a pas de choses qui se produisent, mais encore là, qu'est-ce que tu veux qu'ils se produisent dans les prochaines semaines? Il ne peut pas se produire grand-chose. Là. Mais non, ils ne vont pas inventer un joueur vedette puis le sortir de leur petite poche arrière puis dire « Hey, on l'avait oublié, lui! » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas avoir des espoirs qui montent d'un côté comme de l'autre. Mais tu sais, je veux dire, même si les Blue Jays amenaient Elvis Martinez, est-ce qu'il va sauver la saison des Blue Jays? Poser la question, c'est un peu y répondre. Dans le match de ce soir, les Blue Jays qui composent d'ailleurs avec un beau Bichette qui a mal au bas du dos. Donc, c'est Dalton Varsho qui frappe en premier. Et surprise, dans un remaniement d'alignement tout à fait extraordinaire, Anthony Santander, le frappeur de choix qu'on ne choisirait pas si souvent que ça, qui frappe au deuxième rang. Pascal, c'est clair que Anthony Santander compose avec des petits pépins de santé, notamment la hanche. Ça affecte la façon dont il frappe. Il l'a dit lui-même. Je ne sais pas jusqu'à quel point il l'utilisait comme excuse ou il faisait juste expliquer la situation. Et là, il essaye de devenir un autre joueur pour compenser parce qu'il ne peut pas aller chercher de puissance à cause de ses hanches. Devient un frappeur de contact. Pascal, si je te dis, nomme-moi un frappeur de contact élite dans le baseball majeur, je pense que le nom d'Anthony Santander vient à peu près 875e. C'est pas ce genre de frappeur-là. Je ne sais pas si tu vas être de mon avis, mais si ce gars-là est blessé, envoie-le sur la liste des blessés, laisse-le récupérer correctement. Puis quand il sera capable de jouer son rôle, c'est-à-dire frapper pour 240 dans le meilleur des mondes, mais avoir un circuit à toutes les 3 ou 4 présences au bâton ou à peu près, ramène-le. C'est ça. Puis, tu sais, les lanceurs puis les receveurs, puis même les entraîneurs adverses, les gérants, quand ils vont affronter les Jays, quand ils vont affronter Anthony Santander, le frappeur de contact, ils vont le lancer en conséquence. Oui. Ils ne feront pas de cadeau, puis ils vont le faire mal paraître en se lançant sur des tirs qui, en raison de sa condition, ne pourra pas frapper. Mais tu as tout à fait raison.
qu'est-ce qui est préférable? Avoir un Anthony Santander dans l'alignement blessé qui va y aller sur des jeux de contact ou un Anthony Santander qui est sur la liste des blessés. Puis pendant ce temps-là, tu essayes de sauver les meubles, tu le ramènes, puis tu fais d'Anthony Santander ce qu'il était à Baltimore au cours des dernières saisons. D'ailleurs, là, c'est à se demander qui s'ennuie de qui. Est-ce que c'est les Orioles qui s'ennuient de Santander ou Santander qui s'ennuie des Orioles? Ça reste à voir. Mais il n'y a pas vraiment plus de succès actuellement à Toronto. Fait que, tu sais, c'est quand même un signe, c'est quand même un symbole, ce qu'on fait avec Anthony Santander actuellement, de ce qui se passe à Toronto où le gérant est menotté. Il ne peut pas vraiment faire qu'est-ce qu'il peut faire plus que qu'est-ce qu'il fait actuellement. La direction s'est auto-menottée elle-même. Puis on a envie tout simplement les côtés obscurs là, actuellement. Tu regardes à partir du 6e frappeur de l'alignement d'aujourd'hui, tu as Ernie Clement qui joue à l'arrêt-court. Tu as Nathan Lukes, qui n'a pas une vilaine saison, mais ça demeure Nathan Lukes, qui est dans le champ gauche au 7e rang. Tu as Sanchez, le receveur numéro 2, qui est là parce que Tyler Heineman a une commotion au 8e rang. Et tu as Michael Stefanik au 9e rang qui joue au 2e coussin. Et tu as le grand Schultz, qui est le lanceur partant, plus un partant d'occasion qui va lancer évidemment quelques manches là, comme un opener. Le top 5 sur papier est beau, là, avec Varsho, Santander, je dis bien sur papier, Guerrero Junior, Springer et Addison Barger qui sortent vraiment de sa coquille. Pour le reste, c'est pas un grand alignement de séries éliminatoires. Là. Je pense pas que tu vas à la guerre. T'sais, si tu vas à la guerre avec Stéphanique, c'est que tu vas à la guerre avec un couteau à beurre. Ben oui. Oui, puis à ce moment-là, tu es mieux de ne pas te présenter à la guerre et essayer de rester tranquille en attendant que tout se passe. Mais oui, le top 5, comme tu le dis, théoriquement, il est intéressant. Mais après, là, un lanceur peut s'amuser. Tu sais, j'imagine ce soir, avec l'alignement que tu viens d'annoncer, on joue contre les Pirates et on affronte Paul Skeens. Qu'est-ce qui se passe? Il récolte combien de retraits au bâton? Il lance combien de manches? Il donne combien de coups sûrs? Il donne combien de points? En parler, je pense que c'est un peu trouver nos réponses. Mais oui. Puis ce qui est encore plus fantastique avec ça, c'est que tu as 5 joueurs d'avant-champ dans cette équipe-là, à moins que tu te dises, ben écoute, j'envoie Santander au premier ou quelque chose comme ça. Et là, tu as Beau Bichette qui a mal au dos. Fait qu'à moins que Beau Bichette puisse revenir frapper, mettons, en fin de match ou quoi que ce soit, Stéphanique, là, tu peux pas envoyer un frappeur qui va le remplacer parce que après ça, qui va jouer défensivement? Tu as juste des voltigeurs. Pendant ce temps-là, tu as des Jonathan Classé et des gars comme ça qui attendent. Écoute, c'est une drôle de construction en ce moment chez les Blue Jays de Toronto. Peut-être qu'éventuellement, le retour d'Andrés Simanez va aider au moins à amener un peu de profondeur, même si son coup de bâton... ouais, c'est ça. Évidemment, c'est pas pour son coup de bâton qu'on dit ça, là, parce que lui aussi, il frapperait à peu près dans ces environs-là. Là, 6-7e dans ce genre d'alignement-là. Mais Matt qui nous demande ici, comment faire une culture de la petite balle avec une équipe comme les Jays? Il semble que les Jays ne veulent pas faire ce sacrifice pour gagner. Écoute, hier, là, Pascal, le nombre de gars qui sont restés sur les sentiers, qui sont juste morts là, parce que tu as des gars justement qui s'élancent juste pour la longue balle ou quoi que ce soit. Il y a des moments pour aller la chercher, puis évidemment, puis surtout en 2025, là, on parle beaucoup de ça. Dans l'ère où on est au baseball, c'est normal. Une fois de temps en temps, coupe-le 2-3 pouces ton bâton, puis va le chercher le coup sûr, va la déposer dans le champ extérieur pour faire avancer tes gars. Et des fois, là, c'est frappant, surtout hier, à quel point ce club-là est incapable de construire ses points. Ben moi, je suis un fanatique de la petite balle. Hein, puis je suis toujours resté plus attaché à la Ligue nationale qu'à la Ligue américaine, justement parce que dans ce temps-là, jadis, naguère, on disait que dans l'américaine, on y allait juste pour la longue balle, que la stratégie, c'était de défoncer la clôture, tandis que dans la nationale, ben, il y avait encore des gérants qui croyaient à la petite balle. Mais aujourd'hui, peu importe dans quelle ligue tu joues, si tu as l'alignement des Jays, semaine après semaine, ben, tu n'essayes pas de défoncer des clôtures. Là, parce que même Vlad n'a pas une grosse saison côté coup de circuit. Donc, qu'est-ce que tu essaies de faire dans ce temps-là pour essayer de gagner des matchs? Essayer de permettre à tes lanceurs de rester le plus longtemps possible à égalité ou avec un avance. Ben, tu joues selon le livre. Mais je pense que le livre, là, ils l'ont égaré dans l'autobus, il est restant quelque part dans l'avion, mais il faudra aller à la librairie et en acheter un autre là, parce qu'il faut commencer. Ben, est-ce qu'il est trop tard pour le faire? Mais il faut vraiment jouer en fonction de l'alignement qu'on a entre les mains. Puis si on a l'alignement soir après soir qui se passe comme ce soir, ben, il va falloir changer le modèle de l'attaque. Puis moi, surtout, ce qui me fascine, c'est que dans une ère où
Les lanceurs partant, vraiment, c'est clair qu'il y a un pitch count, donc un nombre de lancers maximal qu'on veut accorder, ce qui était moins le cas. Puis je trouve ça correct aussi dans un sens, mais si tu es le frappeur, prends-le, le premier lancer, puis après, va en chercher 2-3. Si t'es on parle de Stéphanique, là, tu ne frapperas pas de l'autre côté, ou du moins vraiment pas si souvent que ça. Frappe-en 3-4 fausses balles. Juste pour faire lancer l'autre gars, puis éventuellement, tu vas arriver un petit peu plus loin dans ta relève, puis tu vas peut-être donner la chance quand ça va remonter à des Guerrero, puis à des Springer, puis à des Barger de pouvoir la frapper. Joue-le ce rôle-là de gars qui va chercher des présences au bâton de 7, 8, 9, 10 lancés. Ça a de la valeur pour une équipe, même si au final, tu finis par te faire retirer sur 3 prises. Pour moi, si tu as fait lancer le lanceur 9 fois à l'autre bord, c'est quand même une victoire. Puis on en voit de moins en moins de ces séquences-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas un lancer gaspillé, c'est pas une séquence gaspillée de faire 7 fausses balles. Au contraire, tu joues dans la tête du lanceur, puis tu joues surtout dans son bras et son épaule. Puis tu joues, c'est que l'instructeur des lanceurs, là, avec son petit count pitch, là, ben lui, il va dire oui, une fausse balle, ça compte pour un lancer, mon chum. Ben, tu sais, au bout de la 4e manche, tu t'en viens t'asseoir avec nous autres, tu regardes la game sur le banc. Puis à ce moment-là, c'est la relève. Puis avec la relève, là, c'est une boîte de Cracker Jack que tu ouvres. Là. Parce que la relève, ça se passe entre les 2 oreilles. Puis si les releveurs qui embarquent sur le monticule au moment où ton partant est sorti plus rapidement ne sont pas dedans, ben, tu peux te sauver avec une victoire in extremis. Puis c'est de ça que les Blue Jays ont besoin. Parce que actuellement, là, c'est très prévisible ce qu'on voit d'eux. Là. Absolument. On sait exactement à quoi s'attendre, puis c'est pas positif. Non, pas très. David qui nous mentionne ici que Clement, Nathan Lucas, Jimenez, ce sont des joueurs de banc, pas des partants sur un alignement de 9 joueurs. C'est pas mal ça. C'est beaucoup de joueurs de banc présentement là, du côté des Jays. Puis on dirait que les jeunes qui sont en bas puis qu'on avait vu en haut en fin d'année, à commencer par Joey Loperfido, des gars comme ça. Aurelvis Martinez, évidemment, qui a été suspendu, mais c'est des gars qui s'est poussé un petit peu plus fort. Là, pourraient peut-être essayer de cogner à la porte et dire hey, moi, je suis capable de t'en générer de l'offensive. Pas des vilaines saisons en bas, mais pas assez justement pour convaincre l'équipe que, ben écoute, on aime mieux garder Nathan Lucas puis Jonathan Classé à ta place. David qui nous mentionne voyons, Charles, on a Miles Straw à 10 millions par saison pour faire la job de faire lancer le lanceur adverse. Pas une vilaine saison, malgré tout, Miles Straw, là, vraiment pas mon préféré. Puis, je pense pas que les Blue Jays doivent l'utiliser trop souvent, mais écoute, dans l'optique où il est là, on est rendu là. On est rendu à l'époque où tu dis, ben écoute, Miles Straw, c'est peut-être pas la pire des avenues quand tu regardes Stéphanique, Sanchez, Lucas et Clement là, qui jouent dans le bas de la ligne. David qui nous mentionne ici, Atkins et Shapiro la saison dernière. Nous voulons gagner en 2025. Vraiment? Les Jays sont juste mauvais, nous dit David. Pas grave, Rogers paye et tout semble bloqué malgré la 7e masse salariale du baseball majeur. Pascal, on va leur donner ça. Les Blue Jays n'ont jamais peur de mettre de l'argent, que ce soit sur la masse salariale de cette année, que ce soit dans les rénovations en Floride, les rénovations en Toronto, le contrat de Vladimir Guerrero Jr. Rogers sort son argent. On va leur donner ça. Après ça, de la façon dont c'est géré, c'est pas toujours la meilleure des façons. Là, parce que tu regardes les ajouts qui ont été faits, pas beaucoup d'ajouts qui sont significativement meilleurs que ce qu'on avait l'an passé. Fait que grosso modo, tu as la même équipe que l'an passé, qui est une équipe qui n'a pas fait les séries puis qui a forcé l'équipe à vendre fait à la date limite des transactions. Donc, c'est sûr que je comprends le point de David à ce niveau-là. Puis, est-ce que c'est une équipe qui a un plan? Les Maple Leafs, il y avait le Shana Plan. Ça a fonctionné parce qu'ils ont quand même été une des très bonnes équipes de la Ligue durant toutes les années de Shanahan. Les Jays, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont un plan? Le plan des dernières saisons mortes, c'était courons après le joueur autonome le plus en vogue, le plus en demande, puis essayons de le payer. Ça n'a pas fonctionné. On se rabat sur Santander. Oui, on offre quand même le contrat à Vladimir Guerrero. On n'avait pas vraiment le choix de l'offrir. Imaginez les Jays sans Vladimir Guerrero, ce serait quand même assez catastrophique. Mais de te contenter de Santander, en prétextant que c'est un frappeur ambidex puis que c'est un frappeur de puissance qui a connu des belles saisons, mais c'est pas le joueur que tu visais. Là. Je pense qu'il ne faut pas prendre le monde pour des valises. Mais il n'y a pas de plan. Oui, ils ont de l'argent. Oui, ils sont capables d'investir. Oui, il y a une grosse masse salariale. Mais au final, ça donne quoi? Ça donne faire proche de faire les séries ou faire les séries puis perdre 2 petits matchs, puis on est parti. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'avec le portefeuille vienne un plan.
Il y a Matt ici qui nous mentionne Guerrero Junior mérite-t-il vraiment le contrat qu'il vient de signer? Moi, je l'aurais échangé dans une équipe qui peut vraiment remplir ma banque d'espoir. Je pense pas que les Blue Jays pouvaient se permettre nécessairement de l'échanger. Je suis d'accord avec toi, Pascal, tantôt quand tu as dit les Blue Jays n'avaient pas le choix de signer Vladimir Guerrero Junior. Je suis un peu de cette école-là aussi parce que oui, il aurait permis d'aller chercher beaucoup d'espoir, mais à un certain point, tu avais besoin de quelque chose de concret aussi, là, même si ça coûtait quand même assez cher. Ça prenait des gens aussi pour des joueurs pour convaincre les gens de venir s'asseoir puis de manger des hot dogs puis de boire de la bière au Rogers Center. Là. Sans Guerrero, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on va donner aux Blue Jays, puis on en parlait un petit peu avant d'entrer en onde, Pascal, c'est que imagine en ce moment cette situation-là avec un club qui, des fois, dans le meilleur des mondes, était à égalité à 500, puis là, on repère 3-4 de suite. Imagine si Guerrero Junior n'est pas signé puis qu'il devient agent libre à la fin de l'année. À quel point les rumeurs auraient été intenses. Boston, là, qui cherche un premier but, là, avec toutes les rumeurs qu'ils ont eu concernant Boston et les Blue Jays pendant la saison morte, là, et mon Dieu, ils seraient-tu liés aux Red Sox en ce moment? Mais il serait lié aux Red Sox. Puis les Red Sox, ils en ont des bons jeunes joueurs dans l'alignement, puis ils en ont des bons jeunes joueurs dans le 3A. Eux, la banque, là, elle est prête à éclore. Là. Fait qu'il y aurait pu avoir un fit possible, une transaction possible. Mais tu sais, en même temps, tu le dis, ça prend un joueur de concession dans chaque équipe. Il y a des équipes qui n'en ont pas, là, malheureusement. À Toronto, on pouvait se permettre d'en avoir un. Il y a quelques temps, on disait même qu'on en avait deux, qu'on avait le luxe d'en avoir deux. Là, je pense que la crème remonte à la surface. Là. Mais n'empêche que si tu parles de hot dog, je vais être méchant un petit peu, mais c'est mieux que ce soit les spectateurs que Vladimir qui mangent les hot dogs. Mais n'empêche que pour moi, on n'avait pas le choix de le signer parce que ce gars-là est l'image de l'équipe. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on le dit. C'est lui qui fait vendre des chandails, c'est lui qui attire le monde au Rogers Centers. Puis oui, c'est beau une banque d'espoir, mais la banque d'espoir, là, elle va te faire gagner quand? Là, par contre, il y a quelqu'un qui va réécrire oui, mais Vladimir ne nous fait pas gagner actuellement. Mais Vladimir ne peut pas faire gagner quelqu'un, une équipe seule non plus. Là. Si Shohei Ohtani et Mike Trout n'ont pas pu le faire, là, je te l'annonce, le baseball, c'est le sport le plus individuel qui soit. Là. Au basket, mettons, c'est un peu différent. Il y a 5 joueurs sur le terrain. Si t'es vraiment bon, tu peux contrôler le jeu. Là. Un LeBron James pouvait aller gagner des championnats un peu partout où il allait. Là. Ça, c'était correct. Mais il y a une année où Cleveland avait vendu à la date limite, puis ils les a amenés quand même en finale. Là. Je veux dire, si tu es un bon joueur au basket, ça peut faire la différence. Au baseball, tu ne verrais jamais ça. Donc, c'est un sport très, très, très différent. Parce que si en 9e manche, c'est pas à ton tour de frapper et que la balle n'est pas frappée à toi défensivement, ben qu'est-ce que tu veux faire pour affecter le sort d'un match? Tu peux rien faire. David nous mentionne ici. Croyez-vous à la rumeur qui a beaucoup circulé sur le web cette semaine, selon laquelle les Jays chercheraient à se départir de Bassett et Gausman? J'ai pas vu du tout ces rumeurs-là passer. Mais moi, ce que je vais dire, Pascal, tu me diras si tu es d'accord. Gausman, il reste de mémoire une autre année de contrat, mais Bassett est agent libre cette année. Si au mois de juillet, tu n'es plus dans la course, ben, tu n'as pas le choix de magasiner Bassett à ce moment-là. Là. Je ne pense pas qu'on le magasine au mois de mai présentement, mais en juillet, si tu es à 6-7 matchs des séries, ouais, ça se peut que Chris Bassett soit magasiné à ce moment-là. Ben, le corps de partant des Jays, on vient d'en nommer deux. On peut rajouter Berrios à ça. Berrios, je pense, a encore plus de valeur que les deux qu'on vient de nommer. Mais n'empêche que il va falloir que tu te débarrasses de certains joueurs. Puis Bassett en fait partie parce que Bassett, tu ne peux pas le re-signer en pensant qu'il va demeurer en santé puis il va demeurer le lanceur qui a été au cours des dernières saisons. Donc, si tu es capable d'aller chercher quelque chose en échange, ben go, vas-y. Autre rumeur qui a circulé cette semaine, les Jays auraient offert une prolongation de contrat à Beau Bichette. Ça non plus, je ne l'ai pas vu passer. J'ai l'impression que oui. Allons-y logiquement. Ça, je peux qu'il ait proposé une prolongation de contrat. Tu profites du fait que sa valeur baisse pour essayer de le signer peut-être un petit peu à rabais. De l'autre côté, Pascal, ça fait des années qu'on entend dire que Beau Bichette, il veut partir. Écoute, à moins qu'il ait vraiment envie de continuer de jouer avec Guerrero, ça se peut. Mais moi, je m'attends à ce qu'il parte à la fin de l'année, ou du moins peut-être à la date limite si le club n'est pas dans la course, là, un petit peu comme Chris Bassett, mais je m'attends à ce que 2025 soit sa dernière année en ville. Peut-être que les Blue Jays vont essayer de le prolonger, mais peut-être aussi que ça fait longtemps qu'ils ont compris que leurs chances sont assez minces. Oui, puis en plus, lui,
Oui, il y a toujours le facteur blessure, mais il est en renégociation. Je veux dire, il arrive joueur autonome. Il n'y a pas une saison à tout casser. Lui, sa valeur là, sur le marché des joueurs autonomes, là, ça ne sera pas le joueur autonome le plus en vue. Là. Il va passer sous le radar, puis il ne signera pas un pacte à tout casser ailleurs. Ça fait que s'il veut continuer d'avoir du fun, s'il a vraiment du fun à Toronto, comme tu le dis, s'il veut continuer de jouer avec Vlad parce qu'ils ont grandi ensemble, ben, ce sera à lui à faire les choix. Mais être son agent actuellement, dans la situation où Bichette ne produit pas, ne fera pas de circuit, c'est pas une position hyper confortable pour négocier un contrat. Là. Non, mais si ça continue comme ça, probablement même qu'il va signer un petit contrat, un court contrat comme on voit souvent. Peut-être même un peu, c'est pas son agent, mais un peu à la Scott Boras, un contrat de 3 ans avec 2 options de Ouais. sortie. Puis l'année que ça fera son affaire, il sortira de son contrat. Puis... On l'a vu chez plusieurs joueurs d'arrêt court là, au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années, là, des petits contrats où tu peux sortir quand même assez rapidement. Là, puis je pense qu'il ne serait pas différent des autres. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si tu changes d'environnement, que tu reconstruis ta valeur ailleurs dans un alignement différent, ben peut-être qu'éventuellement que ce sera ça le chemin pour Beau Bichette, qui s'attendait peut-être qu'il y a une couple d'années à signer son gros contrat saison morte 2025. Mais écoute, peut-être que ça attendra à saison morte 26 ou 27. Si jamais ça arrive, évidemment. Pascal, ça fait le tour de ce qu'on a sur les Blue Jays. Donc, on va y aller ailleurs dans le baseball majeur. Quand on s'est parlé de la liste de sujets qu'on voulait aborder pour le podcast, tu nous as mentionné Red Sox et leurs 1001 problèmes. J'ai trouvé ça bien amené parce que c'est à peu près ça. Ça a l'air d'une montagne, la liste de problèmes qu'il y a présentement chez les Red Sox de Boston. Tu sais, le gérant, tu sens qu'il commence à être tanné un petit peu de voir son équipe sous-performer comme ça. On s'attendait à beaucoup plus de la part des Red Sox cette saison. Le gâteau ne lève pas. On dirait qu'on ne sait pas comment l'expliquer parce que sur papier, ça devrait être une meilleure équipe que ça, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est l'effet de Rafael Devers qui a comme un ascendant négatif sur les autres? Est-ce qu'on ne va pas lui imputer tous les maux de l'équipe non plus, mais est-ce que ça a rapport? Est-ce que c'est on est découragé collectivement? Est-ce qu'on n'arrive juste pas à exécuter? Qu'est-ce qui se passe à Boston? Je ne sais pas. Ça fait partie des 1001 problèmes. Ouais. En fait, si tu le savais, je pense que tu recevrais un appel là, de Boston, puis on te dirait ouais, écoute, on va t'engager comme consultant parce qu'on a vraiment besoin de tes solutions. Oui, parce que la recette ne prend pas. Hein. Puis il y a des bons athlètes à Boston actuellement. Il me semble qu'il y a de quoi pour bâtir une belle équipe. Ils sont allés chercher Garrett Crochet, ils ont quand même amélioré Walker Buehler, ils ont quand même amélioré leur monticule de façon significative. En attaque, il y a un bon mélange de vétérans, il y a un bon mélange de joueurs qui sont là depuis 1 an, qui sont là depuis 2 ans. Il y en a qui cognent à la porte. On gère mal peut-être ce dossier-là de faire arriver les bons joueurs au bon moment dans l'équipe. Il y a de la jalousie un peu. Il y a eu des propos quand l'entraînement de dire hey, les jeunes, là, c'est beau, là, mais il ne faut pas qu'ils arrivent trop rapidement dans l'alignement. Fait que là, tu vois que possiblement que dans le vestiaire, là, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis, tu sais, tu as parlé de Cora, tu as parlé du gérant. Moi, ça me surprend qu'il n'ait pas pété sa coche avant. Qu'est-ce qui le retient de ne pas, à un moment donné, dire moi, je suis écœuré, je fais ce que je peux, je donne tout ce que j'ai en fonction de l'équipe que j'ai, mais il n'y a personne qui répond présent au même moment. Devers a fait la baboune à partir du premier moment du camp d'entraînement. C'est vraiment déplorable parce qu'on dirait que c'était l'année où les Red Sox étaient capables de sortir la tête de l'eau, étaient capables de rivaliser avec les Yankees. Mais là, tout ce qu'on se retrouve actuellement, c'est les Red Sox, les Blue Jays, les Rays qui pataugent dans le même environnement de dire on a de la misère à jouer pour 500. Puis pendant ce temps-là, les Yankees s'amusent. Puis à l'inverse, les Orioles, eux, ils ne s'amusent pas du tout. Là. Fait que c'est une drôle de division. Puis en même temps, c'est une division, puis je pense que c'est toi qui avais écrit là-dessus, Charles, ou peut-être Sébastien, mais c'est une division qui est surévaluée. Quand on remonte à l'année passée, je pense que c'est à partir du match d'étoiles l'année passée, il y a juste les Yankees qui jouent pour plus que 500. Fait qu'il se passe quoi dans cette division-là? Y a-tu des squelettes dans le placard? Y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? Mais chez les Red Sox, là, il y avait vraiment l'alignement pour faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement. Ben écoute, je pense que tu lis dans les pensées de mon père parce qu'il a commenté « Le gâteau ne lève pas dans l'Est de l'Américaine ».
c'est pas mal ça. Il y a plusieurs équipes, tu l'as dit, il y a les Yankees pour qui ça va quand même assez bien. Là, ils ont quelques petits problèmes ici et là, mais rien de bien grave. Là, comparé, c'est normal en fait d'avoir quelques petits problèmes en cours de saison, mais rien comparé aux 4 rivaux de la division Ouest, là, pour qui C'est ça incroyable. va vraiment moins bien. Puis les Rays, au pire, les Rays, on peut se dire, Charles, c'est pas de leur faute. Les Rays, c'est les Rays. On ne s'attendait pas à plus qu'eux, on ne s'attendait pas à moins. Il y a eu l'histoire du stade. On joue dans un stade de camp d'entraînement. Écoute, il n'y a rien qui les favorise actuellement. Pourtant, ben écoute, ils remportent leur part de match. Là. Les Rays. Les Rays. J'ai aimé quand tu as rappelé, puis c'est vrai, j'avais oublié un peu, quand Tristan Casas avait dit les jeunes, là, pas trop vite, là, on a nos vétérans en place. Là, Casas, sa saison est visiblement terminée. Là. Écoute, à moins que miraculeusement, il se remette de sa blessure et qu'il revienne à la 3e de septembre. Là, mais sa saison est pas mal terminée sinon. Rafael Devers, là, il est confiné comme frappeur de choix, où ça va bien pour lui à ce niveau-là, mais tout le reste qui l'entoure, disons que c'est assez difficile. Là, on en parle assez souvent. Christian Campbell, qui était le premier membre du Big Three à faire son arrivée dans le baseball majeur, est arrivé dès le début de la saison. On lui a consenti une prolongation de contrat. C'est plus difficile pour lui. Mais écoute, c'est les hauts et les bas d'un jeune joueur. Là, Marcelo Mayer qui est arrivé. Mais il est arrivé pourquoi? Parce qu'Alex Bregman s'est blessé. Fait que encore là, oui, t'as l'effet Mayer, ok, c'est correct, mais t'as perdu Bregman. Fait que si tu l'avais amené avant, peut-être qu'il aurait pu se couper un petit peu ou quoi que ce soit. Exactement. Exact. Et puis pendant ce temps-là, tu as Roman Anthony qui est en train de tout casser. Il est le meilleur espoir du baseball majeur et on ne lui fait pas de place chez les Red Sox. Je comprends que Alex Cora avait dit durant la saison morte, on ne veut pas les amener comme des sauveurs, puis que d'amener en ce moment Roman Anthony, il y aurait des airs de sauveur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, amène-le. Ouais, puis. Puis il n'y a personne qui va dire mon Dieu, il n'a pas amené les Red Sox en série, c'est de sa faute. Il n'y a personne qui va dire ça. On est conscient que c'est des jeunes. Puis moi, l'impression que j'ai, Pascal, c'est qu'on ne veut pas faire les efforts pour améliorer l'équipe à ce point-là. On dirait qu'on se dit écoute, on a Wilyer Abreu, on a Cedin Rafaela, puis on a j'ai un Jaren Duran dans le champ gauche, on a Rafael Devers comme DH, fait que moi, il n'y a pas de place pour amener un gros espoir dans le champ extérieur. Mais T'en fais de la place. Rafaela, il est capable de jouer dans l'avant-champ. Tu ne me feras pas croire que Trevor Story, qui est à peu près le pire frappeur du baseball majeur, tu ne pourrais pas le tasser, puis essayer de retravailler, puis de mettre Rafaela dans le milieu de l'avant-champ, puis de faire une place à Roman Anthony dans le champ extérieur. Je te l'annonce, là, ça se fait. Ça se trouve, ces solutions-là. Mais les Red Sox ne veulent pas les prendre. Tu parles de Story. Là. Au départ, on disait Story va être en forme. Au moins, on va voir Story en forme, ce qu'il n'a pas été au cours des dernières saisons. Mais Story, là, on dirait que dans ce vestiaire-là, tu as les vétérans puis tu as les jeunes. Puis Story, c'est un vétéran. Devers, c'est un vétéran. Mais là, est-ce qu'il y a deux clans, puis un nuit à l'autre, puis Cora est pris dans le milieu de tout ça, puis là, ben, comme beaucoup de gérants dans le baseball majeur puis d'entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey, ben, tu n'as pas le choix de satisfaire tes vétérans parce que, en quelque part, c'est eux qui te gardent là, puis c'est eux qui ont le pouvoir de te sortir de ton rôle de gérant. Fait que Cora, là, c'est la guerre des clans. Là. Est-ce que je favorise les jeunes? Est-ce que je fais de la place aux jeunes? Est-ce que je tasse des vétérans? Story, là, tu mets ça sur le banc. Là. Peu importe son contrat, il n'amène rien à cette équipe-là, même en forme. Donc, tu incorpores des jeunes. Est-ce que tu veux gagner ou pas? Est-ce que tu veux prouver à tes patrons que tu as l'équipe pour gagner? Puis si tes vétérans, ils boudent, ben laisse-les bouder, puis fais-leur user leurs pantalons sur le banc, puis arrange-toi pour ramasser des victoires. Tu as une fenêtre qui est en train de s'ouvrir à Boston, puis tu veux insuffler une notion de perdant à ces jeunes-là en les amenant dans un contexte malsain. Ben non. Tant qu'à ça, tu vas traîner de la patte pour les 10 prochaines saisons avec du talent. Puis là, ces jeunes-là, quand va venir le temps de renégocier une entente ou de re-signer à Boston, ils vont dire no way, moi je m'en vais ailleurs. Il y a une culture de perdant ici. Tu es en train de briser tout ce qui a été bâti par les Chamberlain de ce monde où on riait de lui. On disait c'est un incompétent ce gars-là, mais il a quand même fait des moves intéressants. Puis c'est lui qui a préparé la table pour ce qui se passe actuellement. En fait, lui, en partie. Oui, absolument. Mais tu as raison. Puis j'aime le point que tu as amené aussi sur la division entre les vétérans et les jeunes. Je ne sais pas jusqu'à quel point Trevor Story en fait partie, par exemple, parce que à chaque année, il amène des jeunes chez lui durant la saison morte au Texas pour faire des camps avec les espoirs et tout. Fait
je ne sais pas jusqu'à quel point il fait partie du problème, mais c'est sûr que Devers et Casas, Casas qui est un jeune vétéran, mais ce leadership-là est un peu fort. Moi, la question que je me pose, là, c'est Trevor Story n'a pas l'air d'un gars difficile, il a juste l'air pas très bon en ce moment-là, mais ils ont demandé est-ce que tu serais prêt ou est-ce qu'on t'a parlé d'un changement de position, puis il a dit on ne me l'a pas demandé. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que si on lui demande de changer de position, il va le faire. De toute façon, il n'est pas tant en position de dire non plus avec les performances qu'il offre depuis 4 ans à Boston, mais moi, je pense que si on lui demande de changer de position, il va le faire. Pourquoi on ne fait pas un peu comme on a fait avec Javier Baez à Détroit? Il y a un jeune qui a pris sa place. Ben écoute, on l'a amené un peu partout, puis il répond super bien cette année, là, même s'il joue au champ centre. Ben, c'est ça. Trevor Story, là, Pascal, qu'est-ce qui empêche le club qui cherche un premier but, puis je dis ça en tout respect pour Abraham Taureau, puis j'espère que ce scénario-là que je dis n'arrivera pas, puis que Taureau va pouvoir garder un poste au premier but le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre Story au premier but, puis d'amener un jeune espoir à l'arrêt-court, puis d'essayer de compenser de cette façon-là? Story, si tu lui dis va jouer au premier but, puis ça va aider l'équipe, là, ben, d'après moi, il va le faire. Ben, je sais pas, Charles. Je sais pas. Est-ce que c'est certains membres de la haute direction qui essaient de protéger leur propre job à eux en disant Trevor Story, c'est mon homme. Raphaël Devers, c'est mon homme. Tristan Casas, c'était mon homme. Puis ils disent à Cora, tu les changes pas de place parce que c'est nous qui allons mal paraître. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça la culture qu'il y a toujours quelqu'un en quelque part à Boston qui essaye de sauver sa job. Cora, là, moi, je lui laisserais pas mal le bénéfice du doute. Lui, il est là pour les bonnes raisons. Mais, tu sais, il y a des gens au-dessus de lui. Puis là, lui, il est un peu comme le jambon dans la sandwich. Hein? Tu as le deuxième étage qui est là pour essayer de gérer à ta place, puis tu as les vétérans qui sont là pour te dire écoute, mon oncle, moi, je gagne 10 fois ce que tu gagnes, fait que tu ne me diras pas comment ça marche, puis je vais continuer de bouder. Peut-être que Story ne fait pas partie du problème, mais actuellement, il ne fait pas partie de la solution non plus. Non. Fait que, est-ce que de jouer ailleurs, comme Baez le fait à Détroit, puis tout en améliorant ses performances, ça viendrait aider? Mais oui, mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'on attend? Puis comme tu disais tantôt aussi, tu jouer ailleurs, ça peut être jouer sur le banc un petit peu. Là, aussi. Si tu veux y aller au mérite. Puis, rapport de choix à l'occasion. Puis... Mais oui, c'est ça. Avec, en tout cas, je trouve ça spécial. Puis comme tu dis, on dirait qu'on instaure une mauvaise culture là, pour ces jeunes-là qui arrivent et qui devaient arriver dans un environnement vraiment le fun. C'était bien l'hiver, là, la saison morte des Red Sox. On se disait, écoute, on passe au prochain niveau. Il y a le Big Tree qui s'en vient. On a signé Raphaël Devers, on a acquis Capitaine Crochet, on a été chercher Walker Buehler, on a été chercher des pièces, et ci et ça, Tonnerre Vaez, finalement, qui arrive aussi comme receveur, un peu comme un cheveu à la soupe. Ça fonctionne super bien pour lui. Jarren Duran continue. Il y a quand même du positif à tirer de tout ça, mais le nuage gris est tellement gros présentement chez les Red Sox. C'est peut-être un peu justement comme Matt l'a dit, parce que ton leader qui est Raphaël Devers, ben c'est pas un Big Papi, c'est pas un David Ortiz, un leader par exemple. C'est pas un Dustin Pedroia non plus. Là. Non, définitivement pas. Pedroia, il aurait changé de position, puis il aurait fait de la place aux jeunes. Puis c'est dommage que Devers qui soit comme ça. C'est le joueur le mieux payé de l'histoire de la franchise, ultimement, puis il ne met pas l'équipe devant. Je trouve ça bien dommage. Puis tu sais, on remonte à quelques années. Si Mookie Betts aurait été encore dans cette formation-là, comment Betts aurait réagi à tout ça? Ça aurait changé la donne. Là. Betts, là, il a accepté d'aller jouer une position plus difficile, plus taxante en allant jouer à l'arrêt-court. Es-tu prêt à aider son club, tu penses? Je pense que oui. Mais tout ça pour te dire, Charles, là, tout ce qu'on vient de dire, là, il me semble qu'à Boston, on est à une ou deux décisions de virer la barque du bon côté. Parce qu'on a le talent, on a les lanceurs au monticule, on a quand même un enclos de releveur qui est passable, on a quand même une bonne défensive. On a un stade qui, des fois, nous favorise, des fois, nous défavorise. Ça dépend contre qui on joue. Mais n'empêche que, selon moi, 1 à 2 décisions près d'aller dans la bonne direction. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord. On n'est pas loin. Là. C'est pas les Rockies du Colorado, là, ce qui se passe à Boston. Là. Non. Mais bon, des fois, on dirait que ça a l'air d'être ça par cœur. En même temps, Boston, New York, Chicago, Los Angeles, à chaque fois qu'il y a une de ces équipes-là qui a l'atout, ben, c'est le baseball majeur au complet qui doit quasiment se mettre en quarantaine. Là. Fait que c'est sûr que tout problème à Boston est amplifié 10, 12, 15 fois. On aurait ces problèmes-là, le même problème-là à Milwaukee, puis il n'y a personne qui en parlerait. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, tantôt tu parlais, puis
des fois, j'avais l'impression que si tu n'avais pas dit les Red Sox, j'aurais pu me dire, non, ils parlent-tu des Brewers ou des Twins? Là, une équipe je ne veux pas dire une équipe minable parce que c'est pas le cas, mais une équipe vraiment de second ordre ou une équipe qui n'a pas les moyens financiers, qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Ce n'est pas le cas des Red Sox. Là. Les Red Sox devraient avoir les moyens de leurs ambitions, puis on les a pas toujours. Je veux qu'on parle un petit peu de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani qui a frappé son 20e circuit. D'ailleurs, lors du match d'hier, on n'est pas encore au mois de juin. Il est sur un rythme d'à peu près 60. Ouais, c'est ça. Il est sur un rythme d'à peu près une soixantaine. C'est assez extraordinaire quand même. Puis je ne pense pas que ce soit un hasard, Pascal, si dimanche, lundi, mardi, il a frappé un circuit à chaque match. Pourquoi? Parce que ce gars-là carbure à son rôle d'être un lanceur puis un frappeur. Évidemment, il est capable de le faire même s'il est juste un frappeur. Mais dimanche, pour la première fois depuis qu'il a été opéré en 2023, ça fait 1 an et demi, il a lancé à des frappeurs. Puis moi, je pense que ça lui a donné une bonne dose de « Hey, c'est une étape de plus vers je suis capable de jouer ce rôle-là pour lequel on me donne de l'argent. » Parce qu'on s'entend que même si Shohei Ohtani ne lançait plus jamais, par sa renommée, par ses talents de frappeur, les Dodgers ne se plaignent pas de ce contrat-là. Au contraire. S'il est capable de lancer en plus, puis qu'il est capable de se motiver parce que il carbure à ça, Shohei Ohtani. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard s'il a frappé 3 circuits en 3 jours après s'être remis à lancer à des frappeurs vraiment informellement, bien évidemment, là, pas dans le cadre d'un match, mais je suis sûr que ce n'est pas un hasard. C'est clairement pas un hasard. Puis moi, j'ai tellement hâte de le voir relancer. Là. Tu sais, Shohei Ohtani sur le monticule à Los Angeles avec les Dodgers versus Shohei Ohtani sur le monticule à Los Angeles avec les Angels, c'est toute la différence au monde. Mais avec les Angels, il frappait, il lançait. C'est comme ça que les gens l'ont découvert. C'est comme ça qu'il est devenu une super vedette. Il était à l'aise. Moi, ce que je rajouterais à ça depuis qu'il est avec les Dodgers, oui, écoute, il a connu une saison de rêve l'année passée au bâton. S'il remonte sur la butte, avec toute la confiance qu'il a en lui, là, remarquez les gens comment avant, il réagissait après avoir frappé un circuit. Regardez-le aujourd'hui, quand il contourne les sentiers, quand il fait contact avec la balle, ce gars-là est transformé. Ce gars-là est beaucoup plus confiant. Imaginez transporter cette confiance-là au monticule. Moi, j'aimerais pas ça être un frappeur pour affronter Shohei Ohtani à son premier départ avec les Dodgers. Puis, tu sais, même si je veux dire, c'est un gars qui est intense, évidemment, puis qui veut gagner le plus possible, il sait non plus que le mandat, quand il va recommencer à lancer, ça ne va pas être de dire hey, écoute, va gagner un Cy Young. Le but, ça va être de dire on va te donner un cadre limité, mais là-dedans, on sait que tu es capable d'être peut-être meilleur qu'à peu près tous les lanceurs qu'on a sur notre roster pareil. Fait que donne-nous ces quelques manches-là de qualité, puis va travailler avec ça. On ne demande pas la. On ne demande pas l'an prochain, là, il ne lancera pas 182 manches et un tiers. Ben non, ben non. Tu sais, il y a la renommée, il y a l'argent, il y a tout pour lui. Tu sais, y a-tu besoin d'un Cy Young? Je pense pas. Je pense pas. Puis actuellement, là, tout ce qu'on va lui demander, c'est essaye d'être moins blessé que les autres. Juste ça. Oui, oui. En fait, ce qu'on veut, là, c'est clair, soit à ton maximum en octobre. Voilà. Fait que, si on va le ramener progressivement, puis probablement qu'il n'ira pas lancer dans le 2A un match de réhabilitation parce que ça voudrait dire qu'il manquerait un match à Los Angeles puis on n'a pas besoin de ça. On va reconstruire son bras un petit peu à l'intérieur, à la maison, dans le baseball majeur. Une manche à la fois. Puis après ça, c'est peut-être que ses premières sorties, là, on va lui dire lance une manche. Puis 5 jours plus tard, 7-8 jours plus tard, lance 2 manches, puis lance 3 manches, puis on va y faire un camp d'entraînement maison pour que, rendu au mois d'octobre, écoute, es-tu capable de venir nous donner un 4-5 manches en série? Parfait. Après ça, on va aller avec notre relève. Tout le monde va être jacké. C'est juste ça qu'on a besoin de Shohei Ohtani. Puis je pense qu'il en est conscient aussi, là, parce que tu ne veux pas trop le brûler puis le perdre au bâton parce que ça ferait mal. Il faut que tu trouves l'équilibre. Puis actuellement, là où il est payant, c'est clair que c'est au bâton. Là. Mais n'empêche que le petit bonus, comme tu le dis, 1 manche, 2 manches, 3 manches, ce petit bonus-là peut faire toute la différence. Si on était capable à Pittsburgh l'an passé de protéger les sorties de Paul Skeens en disant écoute, Paul, c'est 1 manche à la fois. Puis on va te protéger, on va protéger ton bras. Lui, il ne veut rien savoir de ce concept-là, on le sait. Mais si on est capable de le faire à Pittsburgh, je pense qu'on va être capable de le faire à Los Angeles aussi. Oui, je pense que oui. On a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire, ce qu'on n'a pas à Pittsburgh nécessairement. Mais, tu sais, équipe pour équipe, talent pour talent, lanceur pour lanceur, mais si on a la même philosophie de protéger les bras de ces deux gars-là, on est capable de le faire.
D'ailleurs, en parlant de Shohei Ohtani, j'ai un ami à moi qui est au Japon présentement. Puis rendu à l'aéroport, il m'a écrit puis il me dit je vais t'envoyer des photos quand je vais voir des publicités de Shohei Ohtani. Hey Pascal, il faut que je charge mon sel plusieurs fois par jour parce qu'il ne me lâche pas. Il m'en envoie, puis là, ça c'est Ohtani avec ci, puis ça. Puis il y en a là, dans l'aéroport, puis un peu partout. Puis là, évidemment, éventuellement, ça va être hors de l'aéroport, là, mais il y en a des photos de Shohei Ohtani, puis il est partout. Je lisais son agent, je pense que c'est dans les dernières semaines, qui disait que il fait. On a dit, est-ce qu'il fait plus de 100 millions de dollars par année en commandite? Puis il dit, ouais, pas mal. Puis l'agent a dit qu'il pourrait en avoir probablement 2 fois plus. Je pense qu'il y a une vingtaine de compagnies qui le commanditent, puis il a dit non à beaucoup parce qu'il ne veut pas être nécessairement tant que ça partout. Il est quand même pas mal au Japon, mais il pourrait l'être encore plus, puis encore plus. C'est fou, le phénomène Shohei Ohtani. C'est comme la tempête parfaite. Il joue à Los Angeles, fait qu'il représente ce marché-là qui est énorme. Dans l'Ouest américain, sur la côte du Pacifique. Dans l'Ouest, puis évidemment, une icône au Japon, tu sais comme moi à quel point les Japonais sont fervents de baseball, donc c'est la tempête parfaite là, pour Shohei. C'est Ichiro, mais beaucoup plus. Là. Ça n'a pas de limite. Puis j'avais entendu, tu parles de 100 millions en publicité, tu parles qu'il pourrait faire le double. Moi, j'avais lu en quelque part, puis je ne sais pas, là, je n'avais pas nécessairement vérifié mes sources, qu'il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher peut-être 500 millions en commandite. Il n'y a pas besoin de son salaire de joueur là, quand tu es rendu là. Moi, 100 millions en commandite, là, je commence à être content. Il a reporté 97% de son salaire aussi. Il n'y en a pas besoin, il faut dire. Puis juste avec ses commandites, puis de ce que tu me dis, avec sa popularité au Japon, son avenir, ses 12 avenirs sont assurés, en fait. Oh, ouais, écoute, il vient d'avoir un enfant. Là, je t'annonce que les enfants de ces enfants-là, ils peuvent ne pas travailler s'ils veulent. Écoute, il a le talent, il a... c'est pas quelqu'un qui semble se prendre pour un autre, c'est pas quelqu'un qui a de l'air imbu, c'est pas quelqu'un qui abuse de la situation, c'est quelqu'un qui est respectueux. Il est dans la culture japonaise, une culture de respect. Puis ça se voit. Là, il salue l'entraîneur, il salue le gérant adverse, il salue les joueurs, il salue le receveur. Lui, il est là pour faire un job, mais en tout respect. On n'a pas le choix de le respecter. Là. Ah non, il prend sa job très, très, très au sérieux. C'est un gars qui est focus, puis comme tu dis, très respectueux aussi. Donc, non, c'est tout un personnage là, pour toutes les bonnes raisons. Mais on est chanceux de le voir, de le voir évoluer dans notre ère. Oui. Puis tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle, Pascal? C'est que rendu en fin de carrière, on ne pourra jamais se dire ah, mais s'il avait gagné une série mondiale, c'est déjà fait. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle là, pour son héritage aussi dans le monde du baseball en général. Exact. Là, il peut juste en gagner 2 puis 3, puis on verra. Absolument. Matt qui nous mentionne Ohtani pourrait pas, pour débuter dans le bullpen, pour être un officiel lanceur. Je pense pas qu'on va l'amener dans l'enclos parce que c'est aussi une question de gérer son réchauffement et tout, puis de s'assurer d'avoir un nombre de manches qui sont vraiment calculées dans un environnement propice. Rappelle-toi, Pascal, durant la Classique mondiale, on l'avait fait l'amener en relève en finale, mais c'était une fois, puis c'est correct parce que c'est la finale. Mais, on se souvient tous de la présence contre Trout. Exactement. Puis on se souvient aussi qu'en 7e manche, il courait jusque dans l'enclos, puis là, après ça, il revenait sur le banc, puis il frappait. Puis, tu peux pas faire ça sur une base régulière. Tu peux le faire un match pour la finale, puis peut-être qu'on va voir ça en série mondiale. Peut-être que c'est Shohei Ohtani qui va effectuer les 3 derniers retraits de la série mondiale cette année, l'an prochain, peu importe. Mais sur une base régulière, c'est pas quelque chose que je m'attends. Si Shohei Ohtani il lance, ça va être comme un lanceur partant, quitte à lui faire lancer, comme je disais tantôt, 1 ou 2 ou 3 manches, là, puis après ça, avoir un releveur qui va aller chercher des manches en longue relève là, dans un plan précis et établi. Là, on n'amènera pas Shohei Ohtani pour écoute, on est dans le trouble, on a besoin de quelqu'un pour lancer un 2 tiers de manche, les buts sont remplis, on amène Shohei. Ah non, tu penses qu'on ne fera pas comme Steve Rogers contre Rick Monday? On fera pas ça? Je pense pas, non. Lui, il était pauvre Steve. Il était pas, je pense qu'il n'était pas prêt à ça. Est-ce que c'est moi qui ai gelé ou c'est Charles? Ça semble être Charles. Écoutez, c'est sûr qu'Ohtani, c'est un joueur de concession, c'est un joueur qui est capable de faire une différence. Maintenant, avec tous les contrats de publicité, avec son faramineux contrat qu'il a avec les Dodgers, même si c'est de l'argent qui est reporté, on va parler de lui cette année, on va continuer d'en entendre parler au cours des prochaines années
Puis, comme je le disais, on est vraiment, mais vraiment chanceux de l'avoir là, dans notre ère en regardant des matchs. J'aimerais poursuivre en parlant des Cards. Oui, mes Cards, c'est mon équipe favorite depuis que les Expos ont quitté. Je me suis rabattu sur eux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à grand-chose des Cards. Hein. On pensait principalement qu'ils auraient de la difficulté. Moi-même, je remettais le siège du gérant en doute. Il y a des joueurs de renom comme Azier Molina, il y a Albert Pujols qui sont prêts à gérer dans les majeurs. Ça fait qu'on se disait, ces gars-là vont arriver à un moment donné, ils vont prendre la place à Saint-Louis. Ça va changer de la culture. Le gérant général va quitter. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en branle là, pour que cette équipe-là puisse arriver un jour. Je parlais des Cards, Charles. Bon, écoute, excuse-moi, ma connexion a eu quelques petits problèmes. Est-ce que tu as pris le relais en attendant? Oui, j'ai jasé. J'ai closé sur Ohtani, puis je suis Oui. parti sur les Cards. Puis je disais qu'il y a peu de gens qui donnaient cher de la peau des Cards en début de saison. Même nous, on regardait, puis on se disait, Molina, Pujols va finir par arriver à un moment donné. Puis tout à coup, on dirait que cette équipe-là joue sans aucune pression. Plusieurs joueurs jouent un petit peu au-dessus de leur tête. La défensive est revenue à l'avant-plan. On marque juste suffisamment de points. Il y a quelques lanceurs partants qui lancent au-dessus de leur tête. La relève va bien. Tout est en place pour que cette équipe-là, peut-être, fasse les séries en 2025, ce qui n'était pas prévu, mais pas prévu du tout. Là. Ah mon Dieu, non, c'était pas le plan chez les Cardinals de Saint-Louis. Puis écoute, tu fais bien de parler de cette défensive-là aussi parce que je pense pas que c'est un stretch de dire que les Cards, c'est la meilleure équipe défensive de tout le baseball majeur. Écoute, même Contreras au premier but fait le travail aussi. Là, autant qu'on l'a critiqué derrière le marbre, il y avait des gros souliers à chausser, bien évidemment, mais ça va bien pour Contreras en ce moment au premier. Là, ça a été une bonne décision, là, finalement, ce changement-là. Puis quand une équipe va bien en défensive, là, il me semble que tu arrives au bâton puis tu serres ton bâton moins fort. Tu es moins stressé, tu te laisses aller, puis tu récoltes des succès en défensive, puis tu récoltes des succès en attaque. Ça fait une équipe qui est équilibrée. Puis après ça, tu dis à tes lanceurs, ben écoutez, faites le travail. Là où ça peut se corser, par contre, c'est qu'actuellement, sur le monticule, plus on va avancer, plus le baseball va venir serrer. Puis quand on va jouer du baseball pour se classer en série, moi, j'ai comme l'impression que les Cards vont manquer un petit peu de bras sur le monticule. Puis c'est là que ça fait des années qu'on est semi-vendeur, semi-acheteur à Saint-Louis. Bien là, je pense qu'on n'aura peut-être pas le choix d'être acheteur puis d'aller chercher des bras. Mais pour aller chercher des bras, bien, il va falloir que tu donnes en contrepartie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas donner? Puis dans tout ça, Charles, Nolan Arenado, moi, je trouve qu'il est très professionnel, ce gars-là. Parce que, écoute, on parle de lui depuis des mois, pas pour les bonnes raisons. On le voit quitter. Il est encore là. Il est encore capable de faire une différence, autant en attaque qu'en défensive. Il a même glissé dans le rôle offensif pour permettre à d'autres joueurs de primer au bon moment. On parlait de joueurs d'équipe tout à l'heure. Ben, je pense que lui, c'en est un pas pire. Là. Oui, assurément. Puis c'est à sa demande, si je ne me trompe pas, même qu'il a demandé Oui. à descendre dans l'alignement parce qu'il dit je ne le mérite pas autant que lui, puis lui, puis lui. Puis... mais tu sais, Nolan Arenado, il a choisi les Cards quand il a été échangé là, parce qu'il y avait une clause de non-échange. Il a choisi les Cards quand il a repoussé ses options de sortie. Il a choisi les Cards quand il a refusé de prendre ses options de sortie pour quitter. Il a choisi les Cards quand il a refusé d'être échangé à Houston. Ce gars-là, il n'est pas malheureux là, à Saint-Louis. C'est juste qu'on lui a dit on aimerait ça t'échanger. Puis lui, il a dit écoute, s'il y a un fit, je vais être échangé, mais sinon, je suis très bien ici. Puis il le prouve, là, il est correct à Saint-Louis, lui. Là. Ben, il est très correct. Puis, tu sais, veut pas, il est en train de mener son équipe à une étape supérieure. Puis, je ne dis pas que c'est lui seul, là, parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs. Là, on pense à Donovan qui frappe très, très bien. Il y a plusieurs autres joueurs qui tirent bien leur épingle du jeu. Puis là où les Cards avaient de la difficulté dans les dernières années, c'est à monter des jeunes joueurs et à les faire bien paraître. Ben là, je pense qu'avec Mason Wynn, qui en a sa deuxième saison, qui continue de bien paraître, ben, ça se passe bien à Saint-Louis. Puis moi, je suis quand même content pour le gérant qui doit mieux dormir par les temps qui courent. Là.
C'est vrai, ça fait des années qu'on dit qu'on veut donner sa job à Molina, on veut donner sa job à Pujols, on veut donner sa job à Skip Shoemaker, on veut donner sa job à tout le monde, puis finalement, lui, il veut pas la donner, il est bien là, dans sa job. Il aime Ben, ça il être est gérant bien, dans le puis baseball majeur. pour le moment, il fait le travail. C'est sûr que les gens vont dire les Brewers, c'est plus les mêmes Brewers. Il y a des équipes qui ne réussissent pas à sortir de leur coquille. On s'attendait peut-être un petit peu plus des Reds. Là, il y a les Cubs qui étaient dans une classe à part, mais là, les Cards se gardent près des Cubs. J'ai comme l'impression que ça va être une lutte à deux d'ici la fin, à moins que les Brewers reviennent. Mais les Brewers ont quand même subi quelques grosses pertes là, au cours de l'entre-saison. Je ne sais pas s'ils vont s'en remettre, mais moi, en tout cas, je suis bien content des performances des Cards de l'avenir jusqu'à présent. Il y a Matt ici qui nous mentionne le lanceur Mathieu Liberatore des Cards, est très solide présentement. C'est vrai, il avait été échangé pour Randy Arozarena dans le temps, qui était évidemment un espoir des Cards avant d'arriver à Tampa Bay. Moi, je me souviens, Pascal Liberatore, je l'avais mis recrue de l'année. Je pense que ça fait 150 ans de tout ça. Finalement, il n'avait pas été très fort l'année où je l'avais mis potentiellement recrue de l'année. Mais, des fois, un lanceur, justement, c'est pas ça quand prend est-ce plus que ça de temps. arrive, c'est de la façon. Puis là, finalement, il est en train de devenir un lanceur très, très, très efficace pour les Cardinals. Tu vois, c'est peut-être un gars qu'on va garder dans l'alignement, puis on va peut-être échanger un vétéran dans le but d'aller chercher un autre lanceur. Puis ce lanceur-là pourra être une valeur sûre pour les Cards pour les années à venir. Pascal, je veux te glisser un mot sur les Tigers de Détroit. Il y a quelque chose qui a cliqué de la bonne façon après la date limite des transactions l'an passé, quand on a échangé des gars parce qu'on ne s'attendait pas à faire les séries. Le club a monté, a fini par participer aux séries, a bien fait en séries éliminatoires. Et là, par la suite, durant l'hiver, on est allé chercher Jack Flaherty. On a été sur le cas d'Alex Bregman, ça n'a pas fonctionné. On a ajouté des joueurs. On a été chercher Gleyber Torres. Présentement, les Tigers de Détroit, là, je veux dire, si tu me dis nomme-moi une puissance dans l'américaine, ben, je vais te nommer les Yankees, puis je vais te nommer les Tigers, puis ils sont dans leur classe à part, puis après, on passera à la catégorie suivante. Ils sont très forts, les Tigers. Ils sont très forts, sont très beaux à voir jouer. C'est un beau conte de fées. Puis, tu sais, c'est une équipe qui s'est bâtie à la dure. Hein. On a eu des années de misère, on a fait des bons choix, on a incorporé des bons joueurs, on a fait des bonnes transactions, mais ce n'était jamais des grosses transactions. C'était toujours des petites transactions pour dire ah, on va boucher ce trou-là en fonction d'un autre move qu'on va faire plus tard. Ouais. Cette équipe-là est bien gérée sur le banc. Cette équipe-là est bien construite. Il y a un bon thinking, puis il y a une bonne façon de faire les choses, c'est-à-dire que tout le monde est remplaçable à Détroit. Tout le monde peut jouer et remplacer quelqu'un. Puis c'est toujours quelqu'un de différent qui fait la différence soir après soir, à moins de t'appeler Tarik Skubal, ça c'est une autre histoire. Mais ils ont bâti autour de Skubal, puis actuellement, ça donne des résultats. Est-ce que Pittsburgh va réussir à faire ça un jour? J'en doute. On va manquer de munitions avant. Mais à Détroit, l'art de construire une équipe, ben, je pense qu'on pourrait prendre le livre des Tigers des dernières saisons puis on pourrait l'appliquer, ce qui n'est pas nécessairement le cas à Baltimore. Puis tu sais, tu as parlé de Tarik Skubal, il faut lui donner le love qui lui revient. Là, il est fort, Skubal. Il est dur à lire aussi, de la façon dont il lance la balle. Il est capable de cacher ses tirs, il est capable de lancer très rapidement. Dans les derniers jours, il a lancé un match complet, un blanchissage, même si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il a donné de points. C'est rare les matchs complets. Là. C'est rare les matchs complets. Puis, son dernier tir, écoute, c'était peut-être son 97e ou quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'il a fait un Maddox en lançant moins de 100 tirs, mais je pense que son dernier tir a atteint les 103 000 à l'heure. Ouais. Il était rendu en 9e. Là. Il est intouchable. Puis, on parle beaucoup de Paul Skeens, puis on parle beaucoup de Yoshinobu Yamamoto parce qu'il connaît une saison extraordinaire avec les Dodgers et tout. Évidemment, on parle beaucoup de Tarik Skubal aussi parce que c'est le Cy Young en titre puis parce qu'il est excellent, mais on n'en parle pas assez de Tarik Skubal. On n'en parle pas assez. Ben, il n'est pas dans un super grand marché non plus. Là. On s'entend que Détroit, c'est une grande ville, là, mais je veux dire, ce n'est pas un marché qui se compare à Chicago, New York et Los Angeles. Fait que c'est sûr que de t'appeler Tarik Skubal, d'être un lanceur gaucher à Détroit, ben, il faut que tu domines. Puis actuellement, c'est ce qu'il fait. Il y en a eu des bons lanceurs gauchers dans l'histoire du baseball majeur, mais des bons lanceurs gauchers qui lançaient à 100 000 à l'heure, moi, j'en ai pas connu beaucoup. Il y a eu des Steve Carton qui ont eu des carrières incroyables, qui ont remporté des Cy Young qui sont au terme de la renommée, mais de lancer de la façon dont Skubal lance, ben, moi, j'ai rarement vu ça de la part d'un gaucher. Puis si ça peut favoriser l'arrivée de plus de gauchers dans le baseball majeur, ben tant mieux.
Si des gars comme Garrett Crochet, comme Tarek Skubal favorisent la venue de gaucher, ben écoute, c'est merveilleux. Là. Absolument, absolument. Peut-être est en train de reprendre là, jusqu'à un certain point. On ne veut pas y mettre trop de pression, mais le trône de Clayton Kershaw, là, qui a été la référence gaucher pendant tant d'années comme ça. Oui, évidemment, avec les Dodgers, il y avait sa balle courbe, ben, on s'entend, mais Tarek Skubal, il est capable d'amener les Tigers à un autre niveau. Là, c'est pour une fois que les Tigers retrouve un lanceur de premier plan. Rappelle-toi cette rotation-là là, en 2014, là, où est-ce que tu avais Max Scherzer, tu avais Justin Verlander qui était là, tu avais qui? Tu avais Rick Porcello. Je pense qu'il y a 4 gars qui ont gagné des Cy Young dans cette rotation-là. Là, c'est sûr, j'en oublie 2-3, mais tu retrouves finalement cette tasse-là dont tu avais besoin. Bien assisté aussi de Jack Flaherty, d'ailleurs, qui a accepté de revenir du côté de Détroit. Beau one-two punch. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont... C'est 2 pitbulls. Hein? C'est 2 pitbulls. Puis quand tu as des pitbulls au monticule, là, puis pitbulls, chacun avec leur raison. Tarek Skubal, tu ne le verras pas défier un lanceur à part qu'avec sa balle rapide. Un frappeur, c'est-à-dire. Flaherty, il peut défier le lanceur de plusieurs façons. On l'a vu l'année passée en série. Là, il est capable de japper pas mal plus que Skubal est capable de le faire. Mais Skubal n'a pas besoin de japper. Il a juste à lancer, puis il peut être assez intimidant de cette façon-là. C'est vraiment un bon one-two punch. Les Tigers, la façon dont ils sont bâtis, ils peuvent connaître du succès encore pendant plusieurs années. Fait que, des équipes qui avaient des belles intentions, malheureusement, les Royals, là, ils ont eu un peu le même parcours que les Tigers l'année passée. Là. Ils ont primé au bon moment. Ils ont eu un parcours quand même pas pire en série. Les Royals peuvent être pris en arrière des Tigers pendant plusieurs saisons. Même chose au niveau des Twins. Les Guardians, ils ne pourront pas dire, les Guardians, l'avenir nous appartient. Parce qu'ils ont été là longtemps. Puis là, je pense qu'ils peuvent juste en reperdre un petit peu. Leurs vétérans, Ramirez et compagnie, vont à un moment donné vont disparaître. Fait que la division centrale dans l'américaine risque d'être la division des Tigers encore pendant plusieurs saisons. Et les White Sox, eux, il va arriver quoi? Je les avais oubliés. Je les avais oubliés parce que mes yeux ne se rendaient pas aussi bas dans mon écran. Ben écoute, ils ne s'enlignent pas pour avoir 120 défaites cette année. C'est une victoire en soi, ça. Actuellement, c'est comme un jeu de patience entre les Rockies et les White Sox, à savoir qui sera la pire équipe, qui sera la meilleure des pires ou je ne sais pas quoi. Moi, je te l'annonce que les pires, ça va être les Rockies. C'est clair. Mais les White Sox, on les oublie pendant ce temps-là. C'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Passer sous le radar, c'est exactement ce que tu veux comme une équipe du baseball. Pascal, on a quelques petites questions, donc je propose d'aller dès maintenant à la période de questions. Tu vois, Matt répond à la question que je me posais, les autres lanceurs des Tigers. Hannibal Sanchez, j'avais oublié qu'il était là. David Price, qui avait passé 2 demi-saisons, dans le fond, là, en partant de Tampa Bay avant d'aller à Toronto. C'était une belle rotation, c'était une belle attaque, mais il n'y avait pas de releveur. Tu avais beau lancer 8 manches, là, mais en 9e, c'était toujours c'était quelque chose. Il manquait de releveur. On a quelques petites questions. Il y a Matt ici, Pascal, qui demande: advenant que Paul Skenes est disponible pour une transaction, ce qui n'arrivera pas évidemment à court terme, mais quand même, le jeu est intéressant. Est-ce possible d'avoir une transaction avec les Tigers de Détroit, justement, et avoir un one-two punch solide pour le futur et le parcours des séries? Je ne vois pas les Tigers mettre autant d'espoir pour aller chercher Paul Skenes. Je pense que si on met le prix en termes d'espoir pour aller chercher quelqu'un, je pense que ça va être un frappeur de premier plan. Ceci étant dit, ça pourrait être intéressant. Je pense que la meilleure chance de les voir ensemble, Pascal, à moins que je me trompe, je suis pas mal sûr que Tarek Skubal est américain. Ce sera peut-être à la Classique mondiale de les voir potentiellement lancer ensemble. Mais dans le baseball majeur, écoute, à moins qu'un jour finisse par signer avec la même équipe, je ne peux pas dire que je m'attends à voir les deux faire équipe et avoir un one-two punch, même si ce serait spectaculaire. Ben, ce serait clairement spectaculaire, mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à voir Paul Skenes aboutir ailleurs qu'à New York ou à Los Angeles. Là. Probablement Los Angeles. Ben, en fait, je dis ça, c'est un gars de la Californie, mais il y en a des gars de la Californie qui ont choisi les Yankees, là, le CC Sabathia, Garrett Cole, fait que non, je rétracte mon commentaire. Ça va peut-être être New York ou Los Angeles, en effet. Il y a des chances. Mais de le voir à Détroit, ce serait le fun, mais j'ai des doutes. Là. Ouais, on s'entend. On avait une autre question ici.
Avec la libération d'Orlando Arcia, avec les Braves, qui a d'ailleurs signé récemment avec les Rockies. Chanceux. Ouais. Il y avait une offre des Mets et des Yankees, mais des mineurs. Lui, il voulait jouer dans le baseball majeur. Donc, je comprends un peu d'où ça vient, mais ouais, c'est ça, il va trouver le temps long. Est-ce que la seule équipe qui serait intéressée à Bo Bichette actuellement, ce serait les Braves d'Atlanta? Moi, je pense, Pascal, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'on prend peut-être la question à l'envers dans le sens où on se demande quelle équipe aurait besoin d'un joueur d'arrêt-court pour finir l'année, mettons. Mais je pense que la question à se poser, c'est quelle équipe aurait besoin de Bo Bichette? Parce que Bo Bichette, dans ma tête à moi, c'est pas forcément un arrêt-court. Si tu as un trou au deuxième coussin puis que tu veux aller chercher Bo Bichette, ben fais-le. C'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs d'arrêt-court supérieurs à Bo Bichette, là, autant Ouais. en défensive qu'en attaque. Mm-hmm. Puis un joueur d'arrêt-court qui veut décrocher un gros contrat, ben, il faut qu'il y ait de la puissance. Pas. Il faut que tu te démarques avec ta puissance. Puis Bo Bichette, ben, malheureusement, sa puissance, il l'a perdue au fil du temps. Là. Ouais. Ça faisait le tour de ce qu'on avait donc pour la petite période de questions. Merci à tout le monde qui ont participé, évidemment, qui nous ont écoutés en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, qui ont commenté avec nous. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Je vous invite à aller écouter le podcast aussi, si vous voulez, dans un format plus traditionnel sur toutes les bonnes plateformes, d'aller sur le passionmlb.com pour nous lire. Donc, c'est les endroits, évidemment, où on peut nous retrouver. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci, Pascal, aussi, d'avoir été là et d'avoir animé pendant l'instant de quelques minutes, pendant que mon ordi faisait des siennes. D'ailleurs, Matt, qui te félicite pour le travail que tu as effectué pendant ces quelques petites minutes-là. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Ça me fait plaisir, Charles. La semaine prochaine, Sébastien devrait être là comme à chaque semaine. Cette semaine, il y avait eu un petit pépin de dernière seconde. Donc, d'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine de baseball et puis on se dit à la semaine prochaine.